Salut, c'est Thomas et bienvenue dans la Taupinière. Dans cet épisode, je reçois Edwige Ellinger, mère nourricière des chats libres de la Croix-Rousse à Lyon. Elle est membre de l'association EACPV, Entraide Amis des chats et des pigeons des rues. Edwige est ma voisine, c'est elle qui nourrit les chats libres de la friche Saint-Bernard. Ce podcast a été enregistré à l'occasion des 32 ans de la friche Saint-Bernard, un projet d'exposition biographique in situ que j'ai initié puis co-réalisé avec Edwige et Aurore Fritsch. Ensemble, nous avons notamment réalisé un calendrier des 24 chats libres qui vivent ou ayant vécu dans la friche. Dans cet entretien, Edwige partage les tactiques quotidiennes qu'elle met en place pour prendre soin des chats libres en ville. Elle revient sur les commentaires des passanteux, empreints de jugement sur la sensiblerie, et débunk les arguments qui accusent les chats d'avoir un impact négatif sur la biodiversité urbaine. Elle aborde également son économie et les limites du travail gratuit. Elle revient sur sa production d'images sur Instagram et partage un retour critique sur les 32 ans de la friche Saint-Bernard, en réfléchissant aux possibilités et aux limites de l'art lorsqu'il s'intègre dans un militantisme de terrain. Merci à Inès Besson pour la création sonore et à l'association Drop, Design Recherche Ouverte Performance à Saint-Étienne pour leur soutien à ce podcast. Bonne écoute! Depuis les années 96, 17, 18, je cherchais vraiment à œuvrer pour les animaux et notamment les animaux des rues. Parce que vraiment, il n'y avait aucune politique de stérilisation prise en compte par les mairies ou par les grosses associations comme la SPA. Donc, j'ai rencontré une association qui, faisait ce travail depuis les années 70. J'ai fini par postuler et travailler avec eux. Et c'est vrai que mon travail était tout de suite d'aider les mères nourricières à avoir des boîtes, à les emmener quand c'était difficile, comme par exemple le passage Gonin, qui est un passage qui vient du quai Saint-Vincent jusqu'au commandant Giraud, donc qui traverse et qui monte, qui est très difficile. Donc là, j'ai aussi œuvré pour que le SPA et Chenille Service travaillent ensemble pour traper ces animaux du passage Gonin. Et puis, voilà, tout ça dans d'autres lieux de Lyon. Et pour œuvrer aussi pour qu'il y ait un vrai statut des chats libres, c'est-à-dire qu'ils soient reconnus comme êtres vivants et avoir le droit de vivre dehors sans maître, mais du moment qu'ils soient identifiés, stérilisés et nourris. Donc soignés par les personnes mères nourricières ou pères nourriciers. Donc tout ceci, on le retrouve dans des archives, bien sûr, parce que les premières pétitions pour aider les mères nourricières par rapport aux régies qui vraiment leur mettaient une misère pas possible, interdisaient de nourrir les animaux, c'était Monsieur Chergui, qui au départ nourrissait quai Saint-Vincent et passage Gonin. Voilà, c'est pour la petite histoire. Et donc moi j'ai continué et j'ai atterri donc à l'église Saint-Bernard, qui est une friche, qui est un lieu désacralisé. Et puis j'ai continué à entreprendre la stérilisation d'une colonie qui était vraiment dans un état lamentable de maigreur et ils étaient affamés et ils étaient malades, donc voilà. Je me souviens qu'un jour une amie à toi est passée me demandant quand est-ce que je venais nourrir les animaux pour que tu puisses me rencontrer parce que ton travail sur preuve de vie, des vidéos faites dans le cadre de ton mémoire et de ton travail à l'école de la Martinière faisait que tu t'es intéressé aussi à tout ce qui se passait, donc notamment à moi qui nourrissais les chats, qui trappais les chats, qui soignais les chats. Et ce travail a pu se faire parce qu'en fait on était voisins, donc ça a facilité les rencontres et surtout tu as vraiment participé à m'aider, à nourrir, à attraper, à soigner, à ramener les animaux de chez le vétérinaire, ou aller chercher quelquefois des croquettes parce que c'est très lourd, c'est des sacs de 15 kilos qui durent un mois et demi. Voilà tout, et puis aussi parce qu'on s'est bien entendu, parce que vous étiez sensibilisés par la cause animale. Et le quotidien d'une mère nourricière, il est très difficile. Et du coup, par le froid, par la pluie ou par la canicule, donner de l'eau, donner à manger, mettre des antipuces, faire des cabanes, nettoyer ces cabanes, mettre des tissus, jeter, nettoyer, remplacer. Vraiment, c'est tout un travail. Les attraper quand on peut, parce qu'à un moment donné, on peut plus, parce qu'ils rentrent plus dans les trappes. Ce travail quotidien, un peu ingrat et fatigant. Et aussi, Aurore, elle a permis aussi à faire des événements, organiser des événements avec Thomas pour avoir un peu d'argent, pour payer l'association qui m'aide pour faire opérer les animaux quand ils ont des problèmes de santé.
Et du coup, on a pu avoir un peu d'argent pour donner à l'association, parce que quand ils nous permettent de passer par leur vétérinaire, évidemment, il faut le payer, ce vétérinaire. Donc, du coup, l'association, elle a beaucoup d'animaux à soigner, donc elle peut pas aider tout le monde. Donc, à ce moment-là, elle m'aide, mais moi, je contribue. Et c'est vrai que les événements qu'on fait, Aurore, notamment avec des gravures, avec l'info-kiosque, la cuisine-kiosque, et puis les 32 ans de la friche et autres, ça a vraiment permis d'avoir un peu des sous pour payer les opérations des chats, ou les stérilisations, ou les antipuces. Donc pourquoi c'est une infime minorité qui s'occupe des animaux des rues? Parce que de toute façon, la plupart du temps, on ferme les yeux sur la souffrance des autres. Parce que ça va nous ramener à notre propre souffrance, et on aura l'impression de ne pas avancer pour nous-mêmes. Donc c'est une forme d'égoïsme et une forme aussi de lâcheté. Donc moi je l'explique comme ça. Les gens, pour les sensibiliser, c'est très compliqué, et ça dans le monde entier. Donc du coup, il faut vraiment être hyper sensible pour se dire, bah non, je vais faire quelque chose. Moi, j'ai passé 1 fois, 2 fois, 3 fois devant la friche Saint-Bernard. Au bout d'un moment, j'ai pas pu me dire, je vais faire comme si rien ne se passait et comme si tout allait bien. Donc ça, c'est vrai que ça dénote d'une hypersensibilité. Alors par rapport aux passants, ceux qui s'intéressent, ceux qui s'arrêtent, ceux qui posent des questions, j'en profite tout de suite pour leur expliquer que le Felis catus n'est pas le Felis sylvestris, donc du coup il se débrouille pas tout seul, il a besoin de l'humain. Donc du coup je rectifie tous les fausses informations qu'on a depuis des siècles. Parce qu'en fait, dans l'historique de chat, en France et en Europe, c'est un peu l'animal du malheur, c'est un peu l'animal qu'il faut se débarrasser. Mais en attendant, ils ont oublié que c'est l'animal aussi qui débarrasse des souris, qui débarrasse des rats et qui leur permet de garder leur grain dans leur grenier. Je démystifie les choses, et en réalité, cet animal a besoin de l'être humain, il a été domestiqué, donc il se débrouille pas. Et puis vivre dans la rue, comme tout être qui vit dans la rue, qui n'est pas sauvage et qui n'est pas habitué à la vie sauvage, il s'en sort mal. Donc même avec de l'aide, j'ai une grosse mortalité. En 6 ans, j'ai 50% qui sont morts. Ou alors elle est focalisée sur l'église qui est abandonnée, que c'est malheureux de ne pas mettre en place des choses dans cette église. Eh bien, c'est tout simplement l'explication pour moi, que les gens sont formatés, sont conditionnés, sont encore dans cette logique où il faut absolument consommer, faire consommer, et puis toute chose doit avoir un statut clair et net, toute chose doit servir à l'être humain, quoi. Il n'a pas le droit d'exister juste pour exister, juste pour aider des animaux qui cherchent un endroit pour être paisibles et vivre, ou des plantes qui puissent se développer. Donc voilà, c'est tout simplement pour moi du formatage, du conditionnement. Voilà, c'est juste encore une déconstruction à mener pour comprendre que, ah tiens, eh ben non, il peut exister une église, du moment qu'elle est un petit peu surveillée, un petit peu entretenue, elle peut participer à toutes sortes d'animaux qui prendront refuge à l'intérieur. Ouais. Donc effectivement, on peut expliquer cela, et c'est pas la première idée, c'est pas le premier ressenti qu'ils ont quand ils voient l'endroit. C'est un vrai engagement que de se dire, je ne serai pas payé, mais mon travail va porter ses fruits. Et ça, je pense que souvent, quand on fait du bénévolat, on pense que le travail n'est pas rémunéré, il a moins d'importance que l'autre. Mais pas du tout, évidemment. Puisque là, je rencontre des personnes qui sont un peu impressionnées de voir quelqu'un qui vient tous les jours, qui n'est pas payé. Elles ont du mal à le croire, elles ont du mal à le comprendre, puisque effectivement, notre société est faite sur le fait qu'il faut travailler pour se nourrir. Mais ce que je veux dire, ce serait bien quand même qu'il y ait de l'argent pour ces personnes-là, qui vont faire un travail qui ne rapporte pas, mais qui coûte. Parce qu'il coûte du temps. Il coûte de l'argent, puisqu'il faut trouver, pour stériliser, il faut trouver de l'argent. Pour nettoyer, il faut trouver de l'argent. Pour soigner, il faut trouver de l'argent. Donc c'est vrai que ce serait bien quand même qu'il existe de l'argent pour ce travail-là.
Mais il est aussi important de donner de sa personne et d'être libre, entièrement libre, de pas dépendre de quelqu'un qui va vous dire ce que vous devez ou ne pas faire. Parce que là, effectivement, le travail sera mal fait. Donc du coup, il vaut mieux qu'il soit pleinement motivé par un altruisme ou par une forme de critique face au travail qui doit être rémunéré pour qu'il soit bien fait. Il y a deux choses en fait. Il y a le fait que il faut avoir du courage pour faire un travail difficile et ne pas être payé. Et du coup, on est félicité un peu par les patients, par les gens, parce qu'ils trouvent que c'est quand même beau, quelqu'un qui va faire les choses sans être payé. Et que cette dimension-là, elle doit exister pour montrer que tout n'est pas consommation, mais aussi spiritualité, aussi le don de soi. Voilà. Mais ce serait bien aussi quand même qu'il y ait de l'argent pour tous ces gens qui vont nourrir les chats des rues. Ce serait bien aussi que ces personnes-là, elles aient une compensation, alors financière ou autre, parce que quand même ce travail il est difficile. Ce que je réponds aux écolos depuis 20 ans, c'est qu'eux aussi faisaient partie des gens qui ignoraient la sensibilité de l'animal. Voilà, ils regardent la nature et ils ne regardent pas son ensemble, vraiment, finalement. Ils n'ont pas de sensibilité. Alors le spécisme et l'antispécisme, heureusement, a un petit peu bousculé les choses et a fait ressurgir la réalité. Donc là, on a pu se consacrer à dire que l'animal a besoin d'aide pour être respecté et puissant vivre sans être tout le temps le souffre-douleur ou le consommation ou le produit de consommation. Mon travail, du coup, il passe inaperçu. C'est de la sensiblerie. Alors, pourquoi mettre en dérision de beaux sentiments, déjà ? Parce que c'est des beaux sentiments que d'aller vers l'autre et que ce soit un animal ou un être humain. Donc déjà, ça, c'est vraiment triste. Et puis, je trouve que c'est une manière encore de se décharger des problèmes et de les affronter. Je pense que c'est aussi une manière de se moquer des femmes, une fois de plus. Elles sont sensibles. De toute façon, c'est des mères, donc elles ressentent la souffrance, donc forcément, elles ont envie, mais bon, elles se font plaisir au final, pas du tout. Moi, ça me fait pas plaisir d'aller tous les jours nourrir les animaux, loin de là. Quand j'ai un bras cassé et que j'y vais quand même, ou quand j'ai une vertèbre de cassée, non, ça me fait pas plaisir. Donc voilà, donc en fait, je réponds tout ça que c'est toutes des personnes qui peut-être qu'il faut qu'elles se documentent et qu'elles parlent et qu'elles aillent vers les personnes comme ça et elles comprendront vraiment la problématique qui fait que de nourrir les animaux fait qu'on équilibre l'animal dans l'urbanisme ou dans la campagne. Comme ça, il va moins chasser et il est surveillé. Donc voilà, tout ça c'est contenu parce qu'effectivement le chat n'est pas un animal sauvage, le Felis catus, et du coup il peut effectivement avoir un impact sur la faune et la flore. Donc il faut vraiment effectivement pas prendre ça à la légère, mais il faut pas non plus faire à charge comme certains pour vendre leur superbe documentaire animalier à dire que le chat est le deuxième prédateur. Pour moi, le premier, il y en a qu'un et c'est l'être humain. Et il n'y a pas de deuxième, ni de troisième, ni de quatrième, parce que tout est lié et tout s'embrique et tout a besoin de l'un et de l'autre. Donc stop. C'est vrai que tous ces chats, comme je leur dis toujours aux gens, ils sont pas nés du Saint-Esprit, ils sont nés bel et bien d'animaux qui ont été achetés ou dans des élevages privés ou dans des élevages de magasins ou des animaleries. Donc ils sortent pas de la cuisse de Jupiter, comme on dit. Donc et ces animaux-là, d'autant plus quand on les abandonne et qu'ils sont pas stérilisés, ils vont se reproduire. On sait très bien qu'une chatte va faire 5 chatons, ces 5 chatons vont se reproduire, donc 5 x 5, 25, donc ça va très vite. Donc ça, faut bien l'intégrer. Je pense que ça commence à être intégré dans la tête des personnes qui ont envie d'avoir des animaux de compagnie. Et notamment, je pense que le robinet, il faut le couper. Effectivement, en animalerie, il faut arrêter de vendre des êtres vivants. Voilà. Et puis, notamment, les gens qui ont leur chat et puis qui estiment que il faut qu'il aille se promener et qu'il fasse sa vie. Là aussi, il faut vraiment d'accord qu'il aille faire sa vie avec un grelot qui fait du bruit pour ne pas attraper les oiseaux. Et puis aussi, qu'il soit stérilisé. C'est vraiment important. Donc, parce que cet animal-là, quand il est en nombre, on va dire, normal pour ne pas avoir d'impact sur l'environnement, eh bien, c'est plus le cas quand sans arrêt, on en prend, on les abandonne et on continue d'en acheter parce qu'ils sont beaux, le Bengale, ainsi de suite. Donc tout ça, c'est une mode qu'il faut cesser et puis
ça ira mieux pour l'environnement. Et donc, pour moi, le premier prédateur, ce n'est pas le chat, c'est le produit de la consommation de l'être humain. On manque énormément de friches, elles ont été de plus en plus supprimées, donc il est nécessaire qu'il y ait des friches, il est nécessaire qu'il n'y ait pas de projets urbanistes spécifiques sur ces lieux-là. Il faut qu'elles existent. Elles apportent tourbillon de vie, quoi. C'est un vrai tourbillon de vie, une vraie bulle d'oxygène. C'est notamment la fraîcheur que peuvent dégager l'église et les arbres sur les bâtiments quand c'est en pleine canicule. Donc oui, je crois qu'il faut vraiment préserver ces friches. Je crois qu'il est nécessaire que le projet d'urbaniste soit laissant vivre la friche et peut-être faire une balade de temps en temps, regarder et tout ça. Mais en tout cas, et voilà, il est nécessaire que tel quel, il existe et qu'il soit lui-même le projet, c'est-à-dire une pause dans la frénésie urbaniste et dans la frénésie urbaine du bruit, je dois toujours faire quelque chose. Non, c'est une pause, une respiration, et on doit la respecter et surtout faire en sorte qu'elle existe et qu'elle reste telle qu'elle. C'est aussi intéressant de montrer toutes ces petites preuves de vie comme toi, hein, les champignons sur les arbres, un arbre mort au milieu d'un arbre vivant, qu'il va nourrir cet arbre vivant en mourant à l'intérieur. Moi j'ai vu ça, je l'ai filmé, je l'ai pas posté encore. Mais effectivement, de voir toutes ces branches mortes qui s'en mêlent et s'entremêlent, où l'animal va l'escalader et va se poser et dormir, c'est une architecture naturelle, esthétique, fabuleuse, et c'est bien de la montrer, donc j'ai fait des photos aussi, de montrer qu'en fait la vie toute simple est magnifique en fait. Mais oui, là on s'aperçoit que avec rien il y a tout. Voilà. Dans le vide, au final, il existe toutes sortes de choses, quoi. Et là on s'aperçoit qu'effectivement l'architecture elle est tout autour de soi, quoi. Mais moi c'est ce que j'ai vu dans les vidéos, c'est que tout est important dans la friche, dans les événements. Oui, l'escargot qui vient manger et qui vient boire et qui repart. La limace, l'araignée aussi. Alors bon, c'est vrai que je les aime pas trop. En général, je les pousse et j'aime pas. Quand je vais faire les cabanes et que je rentre la tête première là-bas dedans et puis que il y en a sur les couvertures, ça me dégoûte un peu, oui. Mais oui, de montrer qu'effectivement, tout est important, de montrer un petit être, une petite limace qui est en train de venir manger la croquette, c'est superbe. Ça nous montre que la vie est là, sous nos pieds, et qu'on ne doit pas la piétiner. Par rapport à Insta, c'est vrai que tout est très esthétique, et c'est pour ça qu'il a été fait. Hein. Il fallait montrer des belles choses et des bons sentiments, et voilà, bon, très bien. Sauf que la réalité, c'est pas celle-là, et on le sait tous très bien, et c'est pas la peine de nous gargariser de choses magnifiques et d'édulcorants. Voilà, ça entraîne que des cancers, donc stop. La vraie vie, c'est un escargot qui vient m'emmerder dans les croquettes du chat, parce qu'au final, je suis obligée de l'enlever, parce que le chat, il peut plus bouffer tellement qu'il y en a. C'est aussi la limace qui prend tout son temps et qui va dans les cabanes. C'est aussi l'araignée qui me dérange. Mais tout ça, c'est la vraie vie. Voilà, c'est la réalité. Et elles sont là, et elles sont magnifiques, et ces champignons qui poussent sur un arbre mort, et ces feuilles qui tombent, qui participent, et les chats que j'ai enterrés, même si on n'a pas le droit, recouverts de grosses pierres, et qui sont là. Et oui, la réalité, c'est un fourmillement de vie, c'est un vivier, tous les jours. Là, il est là, il existe. C'est le beau nuage placé au bon endroit sur la belle couleur dans le ciel. Ça, je l'ai montré aussi plein de fois le matin quand je partais nourrir les animaux ou voir si tout se passait bien. Ou voilà, c'est toutes ces rencontres avec la nature et malgré qu'on soit en pleine ville, quoi. C'est important de montrer qu'en fait la vie est belle, mais pas forcément comme on l'entend. C'est-à-dire bien organisé et bien... voilà. On peut se rendre compte que du coup, le travail de nourrir les chats ou de les soigner
eh ben, il peut être aussi s'ouvrir sur d'autres aspects de la vie, notamment étudier une friche, notamment donner une visibilité à travers un calendrier, se faire plaisir à faire une affiche, à la créer. Donc en fait, on se rend compte que quand on lit un peu les gens, les choses et les différents sujets, différents travails, enfin différentes disciplines, c'est ça que je veux dire, différentes disciplines, c'est-à-dire que moi, je soigne les animaux, je m'intéresse à eux, d'autres s'intéressent à l'édition, s'intéressent à l'artistique, s'intéressent à la sérigraphie, à l'imprimerie, et bien là on se rend compte qu'en fait en faisant des choses ensemble, on va faire un travail vraiment lumineux, un travail vraiment complet, un travail qui va s'ouvrir sur tous les champs des possibles, de participer à une œuvre, quoi. Là on se rend compte que donner simplement à manger au chat va devenir une œuvre à part entière, artistique, qui va toucher le plus grand nombre d'entre nous. Donner de la visibilité aux gens qui donnent à manger simplement aux animaux des rues, c'est quelque chose de très rare. Il y a peu de personnes qui ont envie de rendre visibles ces personnes. C'est très rare, voilà, un article dans un journal de temps en temps pour dire qu'il y a trop de chats. Ah, heureusement, quelqu'un a sérialisé. Mais oui, c'était donner vraiment une visibilité intéressante, pas simplement de parler d'eux pour dire bah tiens il faut bien qu'on en parle un petit peu de temps en temps. Non, là vraiment il y a une vraie existence, voilà, un vrai contenu, voilà, c'est plus quelque chose de tiens je passe par là, ah c'est pas mal, bah c'est bien et puis au revoir et puis on oublie. Non, là il y a des traces qui vont rester, il y a un vrai travail et là d'un seul coup les gens, on a une importance. Je vois bien que des personnes m'ont regardé, m'ont dit bonjour, m'ont souri, alors que d'habitude, au final, ils me disent, bon, voilà, elle nourrit les chats, bon, oui, c'est très bien, elle est gentille, mais voilà, ça va pas plus loin. Sauf que là, ça a été plus loin et j'ai vu dans leur regard qu'ils disaient, ah, quand même, il se passe pas que de nourrir les animaux. C'est tout un processus que nourrir les animaux. Ça peut être quelque chose de fort et d'important et qui existe et qui a toute sa légitimité existe, c'est ça que je veux dire. Qui a toute sa légitimité. On n'est pas simplement des personnes qui sont bien gentilles et qui veulent bien nourrir les chats. Oui, c'est un tout. C'est un tout, mais d'un seul coup, il prend tout son contenu, il prend toute sa consistance. D'un seul coup, on peut la toucher, on peut la visualiser, et en plus, on aura des empreintes de tout ça, puisqu'il y a un calendrier, une affiche, la friche historique, l'herbier, enfin tout ça, d'un seul coup... prend corps, on va dire. D'ailleurs, toute action et tout travail de militants ou de simples personnes qui œuvrent pour la collectivité ou pour le bien-être animal ou pour la sauvegarde de la nature, oui, c'est très important de voir qu'il y a eu des rencontres et des événements pour leur donner vie et laisser des empreintes. Oui, je crois que c'est très important parce que ça évitera que ça reste dans l'oubli ou dans l'invisibilité. Oui, je pense que c'est très important. Là, on a vraiment montré qu'un lieu, même s'il n'est pas commerçant, même s'il n'est pas culturel, officiellement, géré par une commune ou une association ou une entreprise, il existe. Et il y a toutes sortes d'êtres qui existent, effectivement. De la plante à l'insecte, en passant par le mammifère, et les gens qui viennent prendre des photos ou faire un pique-nique. Oui, donc en fait, tout lieu n'est pas sans vie. Donc il fallait montrer et démontrer qu'il y avait des preuves de vie. Je crois que c'était le travail qu'on a fait et qu'on a fêté le 24 avril pour montrer tout ce qui était possible de faire vivre et de montrer ce qui vivait sur cette friche. Oui, et je pense qu'on aurait pu même faire encore plus. Mais en tout cas, là, on est allé déjà assez loin. On a montré, parce que à l'intérieur de l'église, on n'a pas le droit de rentrer, on n'y est pas. Mais je pense que là aussi, on pourrait montrer des preuves de vie. D'araignées, de toiles, d'insectes, voilà, je pense qu'on pourrait montrer encore que tous ces lieux, alors, en sachant que toutes les fleurs sauvages permettent aux fleurs domestiquées et cultivées, peuvent donner beaucoup de force quand on les emploie. Donc d'où l'importance aussi d'une friche.
Hein, et puis voilà. Et sachant qu'une colonie de chats, il ne faut jamais faire en sorte qu'elle soit supprimée ou qu'elle disparaisse ou de tout, parce que de toute façon d'autres animaux vont arriver. Donc il est bien aussi nécessaire qu'elle reste en place parce qu'elle permet justement un équilibre aussi. Donc tout ça permet un équilibre à notre vie domestique. Donc au niveau des plantes et au niveau des animaux en fait. Première idée, c'était d'avoir un petit peu d'argent parce que malheureusement, on s'aperçoit que les vétérinaires sont très chers et je suis pas contente. Et ils aident de moins en moins les associations et là, je suis pas du tout contente. Et la ville de Lyon, elle a beau demander des super gros dossiers pour avoir de l'argent, voilà, on s'aperçoit que tout ce beau travail gratuit que moi j'œuvre, ainsi que toi Thomas et Aurore, parce que vous avez travaillé sur l'affiche, sur le calendrier gratuitement. Donc malheureusement, à un moment donné, on est bloqué par les gens qui ne veulent jamais donner de la gratuité à leur travail. Alors, moi j'ai trouvé que c'était très bien, ça s'est bien passé, et puis que le travail que tu as fait Thomas était quand même très complet et très intéressant. Donc il y a peu de choses à dire qui manquent, si ce n'est que par exemple on aurait pu faire un petit atelier d'une construction d'une cabane isolée, bien isolée pour les chats l'hiver qui souffrent du froid. On aurait pu peut-être avoir une visibilité de l'intérieur de l'église tout en étant protégé avec un casque ou des choses comme ça pour voir un petit peu aussi l'épreuve de vie parce qu'avant il y avait un couple de chouettes qui a disparu, je ne sais pas pourquoi, peut-être parce que justement elle était trop visitée à un moment donné par clandestinement je ne sais pas, mais en tout cas voilà, on aurait pu peut-être se rendre compte de ça. On aurait pu aussi peut-être parler des arbres qui sont là et voir tout ce qui vit dans un arbre, tout ce qui se passe autour d'un arbre, dedans. Voilà, on aurait pu aussi faire ça. On aurait pu aussi se rendre compte que cette église, elle est au niveau, son toit est au niveau de l'espace du jardin en haut de l'église Saint-Bernard, qui lui est complètement façonné, dirigé, entretenu, et de faire vraiment le parallèle entre qu'est-ce qu'un jardin où on ne fait pas pousser spécialement des fleurs et spécialement des herbiers, des graminées, des choses, et puis un qui est complètement sauvage. On aurait pu montrer justement la différence de l'importance d'une friche qui naît par elle-même et qui s'entretient par elle-même, parce que là, ça s'entretient vraiment par elle-même. Quand les fleurs jaunes poussent, elles nourrissent les insectes, les premiers insectes qui arrivent, les premiers butineux. Par la suite, elles meurent, c'est d'autres plantes qui arrivent, et ainsi de suite. Donc en fait, on n'a même pas besoin de passer la tondeuse. Donc voilà, oui, on aurait pu montrer à quel point cette friche est importante et doit vivre telle qu'elle, sans aucun projet culturel commerçant.